Bonjour à tous, c'est Simon. Je suis avec vous pour vous causer des premières news de ce début de semaine. Et attention, on a pas mal de nouvelles et d'éléments qui viennent de tomber qui sont tous plutôt très intéressants. On va commencer par un petit retour sur le duel entre Wonder Woman 1984 et Saul. Le premier était sorti aux États-Unis à la fois au cinéma et sur la plateforme de Warner, HBO Max, et le second uniquement, exclusivement sur la plateforme de Disney qui s'intitule Disney+. Alors peut-être que vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, on vous disait que d'après les annonces respectives de ces deux gros acteurs du marché hollywoodien, il semblerait que Saul était clairement en tête et ait engrangé notamment beaucoup plus d'abonnements pour Disney+, que ne l'avait déclenché Wonder Woman 1984 pour HBO Max. Eh bien, peut-être que vous avez remarqué, ces dernières heures sont arrivées un petit peu partout sur plein de médias, la nouvelle, tout simplement Warner annonçait avoir été le grand gagnant des fêtes, et tout simplement parce que, eh bien, Wonder Woman 1984 aurait été le film le plus visionné en streaming légalement aux États-Unis durant la semaine de Noël. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu en quoi ces données qui semblent contradictoires avec ce qu'on disait juste avant sont intéressantes, posent énormément de questions et surtout vont peut-être nous amener à redéfinir complètement ce qu'on pense être le box-office. Je m'explique. Il y a quelques semaines, Warner a mandaté une entreprise qui s'appelle Nielsen pour l'aider à exploiter ces données, à, on va dire, trier un peu ses résultats concernant notamment les visionnages de Wonder Woman 1984. Alors qu'est-ce que c'est cette entreprise Nielsen dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez notamment aux audiences, que ce soit des programmes télé, des sites internet ou des entreprises de streaming, voire les studios de cinéma. Nielsen, ça existe depuis 1923, ça a été fondé par Charles Nielsen et c'est une société américaine qui depuis est devenue internationale et qui a vocation en gros à aider les entreprises, notamment les industries et les multinationales, à se connecter à leurs clients, à la masse de leurs clients, et à mieux savoir les viser, les cibler, les toucher, bref, à mieux communiquer, on va dire, commercialement parlant. Et donc, eh bien, Nielsen est allé regarder ce qu'on appelle aujourd'hui les data, les données en possession de Warner, pour dire, eh bien, attendez, on arrête le match. Nous qui sommes, on va dire, un organisme certes privé, mais qui regarde un peu les données de tout le monde, nous sommes en mesure de dire que Wonder Woman 1984 a été visionné 2,25 milliards de minutes. En effet, tout cumulé, tout le temps que les gens ont passé dessus, c'est donc cette masse énorme, 2,25 milliards de minutes, ce qui veut dire 35% de plus que Saul. Alors effectivement, sur le papier, on se dit « Waouh, mais en fait, Wonder Woman 1984 a gagné, c'est énorme, c'est beaucoup plus que le film de Disney. » Et bien en fait, tout ça doit nous amener à réfléchir à comment nous parviennent ces informations et surtout quel est leur sens. Je vous le disais, il y a quelques semaines, on apprenait que Disney avait engrangé plus de 2 millions de nouveaux abonnés lors de la sortie de Saul et nettement moins pour Warner, pour HBO Max. Donc du coup, qui croire, comment interpréter tout ça? Déjà, il faut bien voir que quand bien même les chiffres que sort Nielsen sont probablement exacts, on ne devient pas l'entreprise qui est devenue Nielsen et on ne dure pas aussi longtemps, on ne s'impose pas aussi fortement dans ce marché-là si on n'est pas capable de sortir des données fiables. Néanmoins, ces données, il faut les analyser un petit peu plus loin. Parce que, en effet, 2,5 milliards de minutes, 35% de temps de visionnage en plus que Saul, mais il y a une différence fondamentale entre ces deux films. Wonder Woman 1984 dure 2h40, là où Saul dure 1h47. Donc évidemment, quand bien même il y aurait un nombre de visionneurs égal, il y aurait un score très supérieur en nombre de minutes visionnées pour Warner. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et on peut se demander dans quelle mesure l'indice du temps total de visionnage est vraiment pertinent quand on parle comme ça des chiffres. Et ça nous amène aussi à une autre notion qui est très problématique, d'abord pour nous journalistes, mais je pense aussi pour les spectateurs en général, c'est comment désormais interpréter les chiffres du box-office. Parce que bien sûr, ils ont muté à cause de la pandémie qui actuellement est tout simplement tombe sur le monde entier et fait que tout simplement il y a plein de pays où les salles sont fermées, des pays où toutes les salles ne sont pas ouvertes, des pays où il y a des jauges, bref, des pays où le streaming est en train d'exploser logiquement. Et donc, voilà, nos habitudes changent, ou sont en tout cas au moins ponctuellement transformées. C'est donc très compliqué de lire les résultats et de vous dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Or, c'est toujours important de vous dire ça parce que, eh bien, les films et les séries qui marchent sont ceux qui façonnent les films et les séries qu'on produira demain. C'est pas juste des données de business, c'est pas uniquement parce que on est obsédé par les euros et les dollars. Comprendre comment fonctionne l'industrie, c'est comprendre comment elle fonctionnera. Or, eh bien, peut-être que le modèle est en train de totalement changer. Parce qu'avec les plateformes de streaming, que ce soit HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime, eh bien tout d'un coup, la logique ne devient plus de savoir si tel film a été rentable, parce que ça n'est pas un film qui entraîne des tickets pour son seul, on va dire, pour son seul compte, pour son seul bilan comptable. Tout d'un coup, la logique, c'est de gérer un catalogue, de gérer un ensemble, une collection, qui, elle, doit engendrer non pas du temps de visionnage, non pas un achat unique, mais des abonnements.
Et donc du coup, il devient beaucoup plus compliqué de, tout simplement de gérer ces données et nous de vous dire ce qui fonctionne ou pas. Tout simplement parce que là, actuellement, les plateformes sont les seuls maîtres à bord. Ce sont bien elles qui décident de nous dire « j'en suis à tant d'abonnés, j'estime que j'en suis là, j'ai progressé de temps dans telle période ». Et donc, alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'elles mentent nécessairement ou qu'elles nous manipulent, pas totalement, évidemment pas, mais néanmoins, nous n'avons plus, comme c'est le cas avec le ticket de cinéma, on va dire, de juste milieu, d'autres organismes qui font tampon pour dire « ah oui, tiens, nous on peut voir, il y a tant de tickets qui ont été vendus ». Bref, ça va devenir très compliqué pour nous de vous dire réellement, précisément, qu'est-ce qui fonctionne et surtout à quelle hauteur, à quel volume, et on le voit très bien. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur cette donnée de Nielsen, parce que annoncer des chiffres de visionnage en minutes et en milliards, ça a aussi une particularité, c'est que c'est un chiffre énorme, ce sont des sommes gigantesques que tout simplement, on n'arrive pas nous-mêmes à concevoir. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Et du coup, si vous voulez encore plus de détails sur ces questions, on a des articles sur le site d'Écran Large, dont les liens sont en description de cette vidéo, dans lesquels on revient sur la prochaine série qui va se passer dans l'univers de Black Panther, sur lesquels on revient également sur la série animée dérivée de Pacific Rim, et on revient également sur la série Loki, plein de petites news assez marrantes, assez fun, mais qui, on va dire, se prêtaient pas forcément à analyse et à décryptage. Elles sont sur le site, les liens sont juste en bas. Et on a des nouvelles de Cloverfield. La franchise Cloverfield, si on peut l'appeler ainsi, va en effet connaître un nouvel épisode. Alors, petit retour historique. Cloverfield, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un found footage, un film caméra à l'épaule, en vue subjective, qui a pas mal marqué de monde en 2008, qui fut, on va dire, une des tentatives de franchise un peu déstructurées, les plus intéressantes, les plus excitantes à mon sens, qui a commencé donc à la fin des années 2000. Et ben tout simplement, l'idée c'était quoi? C'était d'aboutir à une grande anthologie de science-fiction qui rassemble des projets en réalité différents, on pourrait dire des one-shots, des films uniques, mais qui seraient reliés par, certes, des petits indices d'un film à l'autre, mais surtout, on va dire, une même conception, une même philosophie et du divertissement et du genre auquel ils appartiennent. C'est-à-dire une influence très forte de la 4e dimension, de Au-delà du réel, voire de X-Files, bref, un rapport à la SF ancré dans le genre et toujours avec des codes très marqués. Ce qui est intéressant, c'est que le premier Cloverfield est arrivé en 2008, la même année qu'Iron Man, qui avait une conception de ce qu'on appellera après le MCU, le Marvel Cinematic Universe, très différente, à savoir une pensée de la franchise qui est industrialisée, pour ne pas dire clonée de film en film, et qui a eu le succès qu'on connaît tous, qui a été un succès mondial, monstrueux, un rouleau compresseur incroyable. Eh bien, en parallèle, il y avait cette autre volonté, donc qui est issue de la collaboration entre J.J. Abrams, sa boîte de production Bad Robot, et également le studio Paramount. Et puis, ils se sont lancés là-dedans, mais ce qu'il fallait bien voir, c'est que J.J. Abrams n'étant pas à un projet près, il est parti aussi du côté de Star Wars, il a multiplié les projets, les productions, mais aussi les réalisations, et tout simplement, ça a pris du retard, tant et si bien qu'on a vu de nouveaux Cloverfield arriver seulement en 2016 avec 10 Cloverfield Lane. Et 10 Cloverfield Lane, eh bien, c'était exactement ça, c'est-à-dire la volonté totalement décomplexé, de transformer l'univers du premier film, d'aller ailleurs, de parler d'autres choses, et c'était finalement assez excitant, assez rafraîchissant. Moi je trouve que le film était brillamment réalisé, était un hommage à tout ce qu'on pourrait appeler la science-fiction claustrophobe des années 50-60, et aussi à plein de fictions radiophoniques de cette époque-là. Moi je trouve que c'était extrêmement bien fait dans ce genre-là, extrêmement rigoureux, extrêmement malicieux et ludique. Et puis après ça, la franchise s'est un peu tiré une balle dans le pied, tout simplement parce que, Paramount a produit un film de SF, d'horreur spatiale, de space horror, comme disent nos amis américains, qui s'intitulait Paradox. Et bien, ce film, quand ils l'ont eu terminé, ils se sont dit, oh là là, il est quand même pas terrible, si on va le sortir en salle, notre film, on va avoir un peu de mal à doubler la mise, économiquement parlant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et là, ils se sont dit, tiens, on va le vendre à Netflix, et puis on va retourner l'épilogue, pour pouvoir le connecter un petit peu à la va comme je te pousse, à la saga Cloverfield, et puis du coup on va appeler ça Cloverfield Paradox. Alors résultat, tout le monde avait été content sur le papier parce que Paramount avait, on va dire, un film à vendre à un bon prix sans perdre d'argent à une plateforme, qui elle avait, on va dire, sans avoir bougé le petit doigt, une franchise qui arrivait chez elle. Du coup, Netflix a fait ce qu'ils savent extrêmement bien faire, à savoir de la promo éclair, très forte en utilisant principalement les réseaux sociaux et sa propre plateforme. Ça a été un succès démentiel à la fin de l'année, et puis bon, le public a eu un petit peu l'impression qu'on la lui avait fait à l'envers, parce que voilà, redisons-le quand même, le film sent à peu près la même chose qu'une époisse d'1 kilo qui a été laissée au soleil de midi pendant 8 ans, donc forcément c'était très déceptif et ça a fait perdre
dire, beaucoup de valeur et beaucoup d'excitation, de curiosité autour de la franchise Cloverfield, qui avait à ce moment-là achevé de devenir un peu illisible. On voyait pas si elle voulait être, tout simplement, encore une fois, une franchise classique, une suite de films différents, une collection, une anthologie. Et puis donc, on en a finalement des nouvelles. 3 ans plus tard, on apprend qu'effectivement, Bad Robot et Paramount vont continuer leur association pour, tout simplement, produire un nouvel épisode qui, cette fois, sera une suite directe de Cloverfield, premier du nom. Alors, on ne sait pas qui va la mettre en scène. A priori, ce ne sera pas Matt Reeves, qui lui est occupé tout simplement toujours par The Batman, le prochain Batman avec Robert Pattinson, dont on vous parle très bientôt. Eh bien, en tout cas, on sait qui va écrire ce film. Ce film, c'est Jim Barton. Et oui, Jim Barton dans Les Griffes du Mandarin. Quelle bonne blague. Bref, Jim Barton, alors vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est pas tout à fait un inconnu. En effet, il va très prochainement s'occuper d'une série qui sera un dérivé de The Batman, qui va s'intéresser à la corruption dans Gotham City, vue à travers les yeux d'un flic un peu tordu, au moment où Batman commence à se faire connaître. Ce sera donc un préquel au film qui est en train de produire Warner. Mais surtout, c'est un monsieur qui a déjà écrit le scénario d'un film dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a bien marché sur Netflix, qui s'appelle Le Rituel. Petit film fantastique, assez frissonnant, situé dans une forêt où un groupe d'amis allait rendre hommage à l'un des leurs disparus et aller faire la rencontre avec des personnes un peu particulières et une bébête sacrément particulière. Et bien ce film qui a été plutôt apprécié, donc c'est le même scénariste. C'est plutôt une bonne nouvelle, on est assez curieux de voir comment est-ce qu'il pourrait s'inscrire à nouveau dans un univers qui a des codes assez marqués et pourquoi pas, espérons qu'il arrive à donner une suite qui soit un peu satisfaisante à Cloverfield, qui est encore très cher au cœur de beaucoup de gens. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, je voulais vous dire que, tout simplement, il y a une excellente nouvelle pour tous les amateurs d'horreur et de fantastique qui grattent un petit peu, c'est que David Cronenberg est de retour, et il est de retour à ce qu'il sait faire le mieux, a priori, à quelque chose de franchement affreux et dégoûtant. Alors, pour ceux qui viendraient de débarquer ou qui ne seraient pas très familiers du cinéma de David Cronenberg, c'est celui qui a popularisé, à la fin des années 70, début des années 80, le concept de body horror. La body horror, ou l'horreur corporelle, l'horreur physique, c'est un mélange en fait de science-fiction, d'anticipation et de véritable horreur chirurgicale que le réalisateur canadien a cristallisé en fait à travers des films comme Chromosome 3, mais surtout, à mon sens, comme son grand chef-d'œuvre qui est Vidéodrome. Et il y a aussi La Mouche qui est très connue, mais franchement, regardez Vidéodrome, c'est un film qui mélange notre peur des images, notre peur de la douleur, de la souffrance et une angoisse très Philip K. Dickienne de perdre pied avec la réalité ou de découvrir que la réalité était un simulacre. Et voilà, ça ce sont un petit peu les longs métrages qui l'ont fait connaître, qui ont fait sa réputation. C'est un réalisateur d'une précision délirante, un immense réalisateur de films d'horreur. Et bien tout simplement, il est de retour aux affaires. Et ça, on vient de le découvrir grâce à un des acteurs qui a collaboré, j'ai envie de dire, de la manière la plus fructueuse avec lui. Il s'agit tout simplement de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen qui a collaboré avec lui notamment, dans, comment ça s'appelle, mon Dieu, dans History of Violence, qui a collaboré avec lui dans Les Promesses de l'Ombre et aussi dans A Dangerous Method, film consacré, on va dire, au balbutiement de la psychiatrie. Eh bien, notre ami Viggo Mortensen a annoncé au magazine JQ que notre ami donc Cronenberg allait revenir à la body horror, allait revenir à une histoire très très noire au cinéma à laquelle a priori donc il participerait, un truc très perturbant. Je vais vous le citer précisément. Il a dit que le film s'annonçait perturbant et selon lui très bon. Et il a notamment précisé, et moi ça me plaît bien, depuis ses débuts, Cronenberg a beaucoup progressé en termes de technique et d'assurance. Et ça c'est vrai, c'est un truc qu'il faut dire, ce qui est devenu de plus en plus frappant dans le cinéma de Cronenberg et qui a parfois décontenancé un petit peu les spectateurs, c'est tout simplement, on pourrait dire, sa précision chirurgicale, sa volonté de ne pas trop en faire, voire même de retirer au moment de l'écriture et du montage tout le gras. C'est-à-dire pas du tout de faire de l'horreur pour qu'elle soit fun, comme on l'a beaucoup vu dans les années 80, ce qu'on appelle l'horreur de vidéoclub, quoi. Non, l'horreur de David Cronenberg, elle est là pour nous déranger, elle est là pour faire trembler quelque chose chez nous d'assez terrible. Et je vous citais La Mouche, ça en est l'exemple peut-être à la fois le plus grand public et le plus dingue qu'il ait fait, mais il faut aussi citer Le Festin nu et tant d'autres films qui sont ahurissant. Et tout simplement, le fait que Viggo Mortensen nous annonce qu'il est en train de travailler avec David Cronenberg à un nouveau film dans ce genre-là, moi c'est une des meilleures nouvelles que je pouvais entendre. Dans ce moment, on a quand même bien besoin de bonnes nouvelles. Que ces deux personnes-là aient envie de me faire frissonner, de m'en mettre plein la tronche, ça m'intéresse d'autant plus que leur collaboration est probablement la plus fructueuse en termes de relations réalisateur-acteur qu'on ait vu dans la carrière de Cronenberg. Et il suffit de se rappeler un petit peu, en quelques images, ce que ça a donné quand ils bossaient ensemble pour avoir très envie de les revoir sur Métro Boulot.
Et enfin, on avait très envie de vous faire une petite recommandation parce que en ce moment les sorties sont rares et on va se le dire, pas franchement hyper excitante, donc on avait envie de vous causer d'un film qui nous a beaucoup surpris parce que honnêtement on ne l'attendait pas, on l'a pas vu venir. Il est sorti sur Netflix il y a quelques jours, il s'intitule The Dig, il est réalisé par Simon Stone et on peut y retrouver Ralph Fiennes et l'excellente Carey Mulligan ainsi que la très bonne et très prometteuse Lily James. De quoi est-ce que ça cause? Ça cause d'une femme, une grande bourgeoise veuve qui est persuadée que sur son terrain, sur sa propriété, se trouve tout simplement de quoi faire des fouilles archéologiques et elle va donc tout simplement appeler ce qu'on pourrait appeler un fouilleur amateur autodidacte qui est donc joué par Ralph Fiennes et elle va lui dire écoutez creusez là, je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Et alors si vous allez regarder la bande-annonce, vous allez vous dire ouais j'ai l'impression d'avoir tout vu, ouais c'est un mélo anglais, oh c'est peut-être pas mal mais c'est un peu attendu quoi. Détrompez-vous. C'est mis en scène avec une finesse incroyable, il y a un sens de l'émotion, un sens de la justesse qui est démentiel, et un truc auquel je ne m'attendais pas du tout et qui est très rare, c'est de voir à quel point le réalisateur Simon Stone, qui est aussi un énorme metteur en scène de théâtre, a réussi à digérer, on va dire, l'héritage de Michael Mann et de Malick. Alors ceux à qui ces deux auteurs font peur, ne fuyez pas en courant, je suis pas en train de dire qu'il fait la même chose, c'est très différent, déjà parce que c'est du cinéma qui est extrêmement accessible, beaucoup plus classique en apparence et tout à fait narratif, mais en fait il a repris d'eux cette volonté d'utiliser le numérique à meilleur escient, cette volonté de temps en temps de ne pas rester, on va dire, ultra normatif dans ses cadres. Et il y a dans le montage, il y a dans l'incroyable fluidité de la mise en scène, un truc qui aboutit à une poésie démentielle, et que vous aimiez ou non les drames, les mélodrames et le cinéma anglais, croyez-moi, vous allez prendre une énorme claque. C'est un film qui est d'une beauté assez bouleversante et qui touche au cœur. Voilà, on avait très envie de vous le recommander. Il n'y a pas suffisamment de films qui nous étonnent et qui nous font battre notre petit palpitant en ce moment, donc on avait envie vraiment de vous en dire un mot. N'hésitez pas à lire la critique sur écran large, elle est en description de cet article et elle est évidemment excellente, vous pensez bien. Voilà, et écoutez, c'était à peu près tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez eu plaisir à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à taper sur la cloche, à nous laisser des commentaires. Nous on vous embrasse et on embrasse aussi vos mamans et bien sûr vos papas, tout le monde, vos chiens, vos chats, vos frères et vos sœurs. À très bientôt.